La performance artistique est une forme d'art où l'artiste utilise son corps, ses actions ou une mise en scène en direct comme une œuvre d'art. Contrairement à une peinture ou une sculpture, l'œuvre existe surtout dans le moment vécu. Elle peut mêler mouvements, paroles, musique, vidéo ou interaction avec le public. Cette forme d'art remet en question la frontière entre l'artiste et l'œuvre, ainsi que la dimension marchande de l'art traditionnel. La performance, aussi appelée art d'action ou action artistique, s'est progressivement imposée comme un genre à part entière où l'œuvre prend vie en direct devant le public ou la caméra. Je pense que la plupart des personnes qui ont vu une performance artistique pour la première fois, nous y compris, se sont un peu dit « c'est quoi cette merde ?» Ça peut souvent paraître bizarre, inapproprié ou même choquant. Et les artistes, ils vont se servir de ce malaise pour repousser les limites physiques, psychologiques ou même morales. Et je vous assure qu'on finit par s'y faire et qu'il y a des choses absolument extraordinaires. Avant de plonger dans l'iceberg, on voulait quand même faire un gros trigger warning. Si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo. Les performances artistiques, c'est compliqué, ça implique des êtres humains, des corps, c'est beaucoup plus graphique que les peintures ou les sculptures, et on va évidemment traiter de sujets particulièrement sombres et dérangeants. Maintenant que vous êtes prévenus, il est enfin temps de plonger dans l'iceberg des performances artistiques les plus étranges et sombres de l'histoire de l'art. Comme d'habitude, cet iceberg va se diviser en 4 parties. On va commencer par la surface, les eaux claires, puis les eaux sombres, et on finira par les abysses. Box. Box est une performance artistique et technologique fascinante, réalisée par le studio Bot et Dolly. Il s'agit d'un court-métrage qui filme en direct et sans aucun effet spécial ajouté, une expérience magique. La rencontre entre un performeur humain, des robots en mouvement et des projections numériques en 3D. Le cœur de ce projet, c'est l'illusion. Ça s'inspire directement de la magie traditionnelle et des illusions d'optique en noir et blanc. Visuellement, on est plongé dans une esthétique très graphique, faite de géométrie et de formes minimalistes. Pour renforcer ce côté théâtral et mystérieux, la mise en scène s'inspire du film noir des années 40-50, avec des éclairages très contrastés. Ce qui fait la force de cette performance, c'est que la technologie, elle reste invisible pour le spectateur. En coulisses, par contre, le travail est d'une précision chirurgicale. Il a fallu synchroniser des bras robotiques qui déplacent de grands écrans, un système de mapping vidéo ultra précis en 4K et une caméra entièrement automatisée. Tout cela a été filmé comme un documentaire pour garder un aspect authentique et réel. Pour lier le tout, l'ambiance sonore a été confiée à un artiste appelé Soviet Rouge. À l'aide de synthétiseurs analogiques, il a créé une musique psychédélique qui installe une tension et crée de l'émotion, faisant monter l'intensité au fil de la performance. Au final, Box, c'est bien plus qu'une simple démonstration technologique. C'est une œuvre hypnotisante qui bouscule nos sens et redéfinit l'espace. À travers ce projet, le studio, il nous montre comment la robotique et le numérique pourraient redéfinir l'art de la scène et le théâtre de demain. Passage. Voyageons dans le Japon des années 1950. C'est là qu'est né Gutai, un mouvement artistique totalement avant-gardiste et révolutionnaire. En japonais, Gutai signifie littéralement l'instrument et le corps. Les artistes de ce mouvement voulaient réinventer l'art de manière totalement libre et théâtrale, en mettant le corps en contact direct avec la matière. Par exemple, certains peignaient avec leurs pieds en étant suspendus à une corde. Mais l'une des performances les plus marquantes de ce courant a eu lieu en 1956 à Tokyo, grâce à l'artiste Saburo Murakami. Imaginez l'entrée de l'exposition. Pour pouvoir entrer dans la galerie, le public se retrouve face à un obstacle. L'artiste a installé 7 grands cadres en bois, alignés les uns derrière les autres, et recouverts de papier craft tendu au maximum, saupoudrés de feuilles d'or. Le premier visiteur, ou l'artiste lui-même, doit alors faire un choix. Traverser cet obstacle, littéralement, il s'élance et transperce tous les écrans de papier avec son corps, comme un marteau. Le papier se déchire dans un grand fracas. Par ce geste fou, la frontière entre le public et l'artiste s'explose complètement. Le spectateur ne fait plus seulement regarder l'œuvre, il la détruit, il la transperce et il la crée en même temps. Cette performance historique intitulée Passage a marqué l'histoire de l'art à tout jamais en inventant le concept de happening. L'happening, c'est l'art de l'action en direct. In orbit. Imaginez 2 artistes vivant jour et nuit pendant 10 jours dans une rue de hamster géante de près de 8 mètres de haut, suspendue au plafond d'un bâtiment industriel à Brooklyn. C'est la performance incroyable imaginée par Alex Schweder et Ward Shelley qui s'appelle
Orbit. Le principe est simple, mais extrême. Toute leur routine quotidienne est fixée sur cette roue. Il y a des lits, des bureaux, des chaises et même un évier. Mais il y a un piège. L'un des artistes vit à l'intérieur de la roue, tandis que l'autre vit suspendu à l'extérieur. Pour que l'un puisse atteindre son lit, son bureau ou l'évier, ils doivent obligatoirement marcher ensemble pour faire tourner la roue. Ils sont condamnés à une coordination absolue. Impossible pour l'un de travailler au bureau si l'autre a décidé de dormir. Ils doivent être d'accord sur chaque action, à chaque minute de la journée, et déplacer leur habitat à l'unisson. Ces deux créateurs font ce qu'ils appellent de l'architecture performative. Derrière le côté absurde et spectaculaire de cette roue, il y a un message fort. C'est une manière très visuelle de critiquer notre routine, le fameux métro, boulot, dodo. Et en même temps, il questionne notre capacité à cohabiter et notre tendance à dépendre entièrement de l'autre. Les dormeurs. L'histoire commence en 1979. Sophie Calle a 26 ans, elle rentre à Paris après des années de voyage et elle s'ennuie. Elle n'a pas d'amis, pas de travail et la vue de son lit vide l'angoisse. Elle a alors une idée étrange. Pour que son lit soit occupé 24 heures sur 24, elle décide d'inventer des gens à venir y dormir. La règle du jeu est stricte. Pendant 8 jours, 28 personnes vont se succéder dans son lit toutes les 8 heures. On y croise de tout, des amis, des parfaits inconnus abordés dans la rue, des apprentis boulangers du quartier. Sophie Calle ne se contente pas de les héberger, elle va vraiment devenir une inspectrice du sommeil. Elle va prendre une photo toutes les heures et elle va les interroger en enregistrant leurs réponses dans un magnétophone. Elle va leur demander s'ils préfèrent dormir avec des draps propres, elle va leur demander s'ils se masturbent au lit, elle va même leur demander s'ils préfèrent dormir en musique. Le résultat, c'est une œuvre intitulée Les Dormeurs, qui mélange des photos intimes et des textes très factuels, presque cliniques, retranscrivant leurs réponses. On observe donc une œuvre contradictoire à la fois intime et distante. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'au moment de le faire, Sophie Calle ne se considère pas du tout comme une artiste. C'est le hasard qui va décider pour elle. En effet, parmi les dormeurs, il y avait la femme d'un célèbre critique d'art. En rentrant chez elle, elle va raconter son expérience à son mari, celui-ci sera fasciné. Il va donc aller voir Sophie Calle, il va lui demander « Est-ce que c'est de l'art ?» Sophie Calle va lui répondre « Ça pourrait l'être ». Il va l'exposer l'année suivante et le succès sera immédiat. Sa carrière sera enfin lancée. I Feel Like Boiled Milk. I Feel Like Boiled Milk est une performance filmée dans laquelle Lydia Schutten évolue au centre d'un cercle blanc sur le sol, fait de farine et de terre séchée. La phrase suivante y est inscrite en anglais, en spirale. Je me sens comme du lait bouilli, avec une peau dessus. Lorsque quelqu'un essaiera de percer cette peau, je me viderai comme un ballon et il ne restera plus rien. Elle fait ici référence à un dialogue initié dans une autre performance, qui est une performance entre deux femmes, intitulée Love is Every Girl's Dream. Cette œuvre dénonçait les assignations esthétiques et sexistes qui enferment le corps des femmes. La peau, c'est comme une frontière que les femmes doivent entretenir par assignation sociale à la beauté. Elle les isole du monde extérieur et toute imperfection, toute trace du temps doit être masquée. En rampant et frottant le sol avec sa tête et son corps, de manière d'abord sensuelle, puis de plus en plus violente, Lydia Schutten endommage la surface poudrée du cercle et brouille le message. Elle l'efface. À la fin de ce rituel cathartique, il ne reste plus rien du texte. Tire. Au début des années 1960, Niki de Saint-Phalle va bousculer le monde de l'art en inventant les tirs. À travers ses performances d'un genre nouveau, Niki de Saint-Phalle ne va plus se contenter de peindre sur les toiles, elle va directement prendre un fusil et tirer sur ses œuvres. Sous les yeux du public, les balles percent des sachets de peinture dissimulés sous une couche de plâtre blanc. Le pigment jaillit, coule et se répand sur le support comme le sang d'une blessure ouverte. À l'issue de ce rituel destructeur et créateur, l'artiste déclare « Victime, prêt, à vos marques, feu, rouge, bleu, jaune, la peinture pleure, la peinture est morte. J'ai tué la peinture, elle est ressuscitée, guerre sans victime. » Les tirs naissent dans un contexte historique lourd de traumatisme. Niki de Saint-Phalle est habité par une profonde révolte face à un monde patriarcal et destructeur, marqué par la Seconde Guerre mondiale, le bombardement atomique d'Hiroshima et la violence contemporaine de la guerre d'Algérie. En s'emparant d'une arme à feu, elle détourne la violence pour en faire un geste artistique. C'est une guerre symbolique qui fait mourir personne mais qui ressuscite l'art sous une forme nouvelle. Au-delà de la critique géopolitique, les tirs cachent une dimension intime d'une violence absolue. Niki de Saint-Phalle confiera plus tard laisser éclater sa rage contre de nombreuses institutions. Papa, tous les hommes, les petits, les grands, mon frère, la société, l'église, le couvent, l'école, ma famille, ma mère, moi-même. Derrière le mot papa placé en tête de liste se cache un lourd secret.
L'artiste a été violé par son père à l'âge de 11 ans. Viser la toile blanche et presser la détente devient alors un exercice profondément cathartique. Chaque coup de feu est un exutoire, une manière d'extérioriser une souffrance indicible, de détruire ses bourreaux symboliques et de reprendre le contrôle de son corps et de son destin. Par ce geste radical, Niki de Saint-Phal réussit le tour de force de transformer une pulsion de mort en une force de vie. En assassinant la peinture académique, elle donne naissance à une œuvre d'art totale, à la fois peinture, sculpture et performance. L'étier reste aujourd'hui l'un des manifestes féministes et artistiques les plus puissants du XXe siècle, prouvant que la création peut surgir des blessures les plus profondes. Cry me a painting. Est-ce qu'on peut pleurer de l'art ? C'est littéralement ce que fait un artiste au talent pour le moins étonnant, Leandro Granato. Cet homme possède une particularité physique unique. Il est capable de faire jaillir des jets de liquide directement par ses yeux. Pour en faire une performance artistique, il a une technique bien à lui. Il inhale de la peinture liquide par le nez, puis, par pression, il la propulse par ses canaux lacrymaux. De cette manière, il arrive à colorer ses larmes, qui sont particulièrement abondantes, et qu'il fait jaillir sur la toile. C'est comme ça qu'il réalise des tableaux au style unique qu'il peint littéralement avec ses larmes. Plop Eggs. En avril 2014, en marge d'une célèbre foire d'art contemporain en Allemagne, une artiste a marqué les esprits. L'artiste suisse Milo Moiré a délivré sa performance radicale et provocante, Plop Egg, la naissance d'une peinture. Le concept de ce happening est unique. L'artiste se tient entièrement nu, debout en hauteur sur des tréteaux. Au sol, sous elle, se trouve une grande toile blanche vierge. Milo Moiré s'introduit alors dans le vagin, des œufs préalablement vidés et remplis de peinture acrylique ou d'encre colorée, puis elle les pond littéralement au-dessus de la toile. En tombant et en se brisant au sol, les œufs libèrent la peinture, créant des projections et des éclaboussures de couleurs chaudes qui se mélangent de façon totalement aléatoire. Une fois la chute des œufs terminée, la toile est pliée en deux. Ce pliage crée une image parfaitement symétrique par transfert de peinture, un motif abstrait qui évoque visuellement la forme d'un utérus. Bien que cette œuvre est choquée ou bien amusée, elle cache une démarche conceptuelle. Pour Milo Moiré, l'objectif n'est pas seulement de créer un coup d'éclat. Ici, son corps devient un outil de production. Elle utilise son vagin et l'œuf comme des symboles universels de la fertilité ou de la création. Pour elle, c'est une manière très littérale d'illustrer la naissance d'une œuvre d'art et de célébrer le pouvoir créatif de la féminité. Le baiser de l'artiste. Un vrai baiser d'artiste pour 5 francs. 5 francs, mesdames et messieurs. C'est pas cher. En 1977, ce cri retentit sous la verrière du Grand Palais à l'occasion de la 4e édition de la Foire internationale d'art contemporain. Tout à coup, un tumulte parcourt cette foule. Pourquoi ? L'origine du scandale, c'est une artiste, autodidacte et surtout non invitée. Elle s'appelle Orlan et elle va bousculer l'art contemporain. Aidée par des amis qui transportent sa sculpture sur leurs épaules pour déjouer la sécurité et les officiels, Orlan finit par trouver une place après plusieurs tentatives infructueuses. Son dispositif ressemble à un stand de fête foraine où sont mis côte à côte 2 autoportraits photographiques grandeur nature incarnant 2 stéréotypes féminins majeurs. La sainte, une image d'elle-même costumée en sainte baroque, et la prostituée, un buste nu, découpé, derrière lequel l'artiste est physiquement assise. Une fente au niveau du cou permet de glisser une pièce de 5 francs qui dégringole dans un réceptacle transparent situé au niveau du pubis. Pour le prix d'une pièce, le visiteur obtient un baiser de l'artiste, en chair et en os, ou le droit de déposer un cierge devant la sainte. Le rituel est minuté. Le baiser dure le temps de quelques mesures d'une toccata de Bach, avant qu'une sirène d'alarme stridente ne se déclenche pour y mettre fin. Le succès médiatique, il est immédiat. Mais le prix à payer, il est abominable pour l'artiste. Elle est traitée de prostituée. Ses voisins, ils vont taguer sa porte. Elle va recevoir des courriers de détraqués. Le lendemain de la performance, elle est licenciée de son poste d'animatrice culturelle. Elle se retrouve sans revenu, dans l'incapacité de payer son loyer. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que personne ne la soutient. Le milieu de l'art parisien se méfie de cette artiste non parisienne, autodidacte et indépendante. Plus douloureux encore, les mouvements féministes de l'époque, pourtant en pleine 2e vague, gardent le silence et refusent de la défendre. Pourtant, Le baiser de l'artiste est une œuvre profondément féministe et conceptuelle. À travers le grotesque et la provocation, Orlan utilise son propre corps comme un matériau nouveau pour dénoncer les pressions sociétales, religieuses et culturelles qui pèsent sur les femmes, constamment piégées entre la figure de la Madone et celle de la putain. L'ours.
Imaginez un artiste qui décide de ne pas peindre un animal, mais de devenir l'animal. En 2014, au musée de la chasse et de la nature, l'artiste Abraham Poincheval a réalisé une performance incroyable. Il a vécu pendant 13 jours et 13 nuits, 24 heures sur 24, à l'intérieur d'un ours empaillé. Ce n'est pas juste une peau de bête, c'est un véritable vaisseau spatial miniature. À l'intérieur du ventre de l'ours, l'artiste s'est aménagé un espace de survie ultra optimisé de seulement quelques mètres cubes. Pour le confort, il a l'électricité, une lampe, une bouilloire et même une petite ventilation. Pour l'autonomie, une réserve d'eau est cachée dans une patte et un système d'évacuation sanitaire est installé dans l'autre. Pour la nourriture, il a suivi un régime de sous-bois, à base de champignons, d'insectes et de graines déshydratées. Pour Poincheval, c'est ce qu'il appelle un voyage intérieur. Enfermé sur le dos, la tête au niveau du cou de l'animal, il occupe ses journées entre la méditation, 2 heures de sport pour ne pas s'engourdir et beaucoup de lectures, de Victor Hugo jusqu'à Jules Verne. Il est totalement coupé du monde, pas de téléphone, pas d'internet, seules 2 caméras filment l'expérience. L'une montre l'artiste à l'intérieur et l'autre montre les visiteurs qui tournent autour de l'ours, souvent sans savoir que quelqu'un respire à l'intérieur. Mais on peut se demander pourquoi s'infliger cela. Pour lui, cette performance est vraiment comme un rite chamanique. Il a voulu ressentir la proximité physique avec l'animal et découvrir la sensation de l'hibernation. C'est une réflexion sur le temps, l'enfermement et notre lien avec la nature sauvage. Il est ressorti de là au bout de 13 jours, le temps d'une traversée de l'Atlantique en bateau, prouvant une fois de plus que pour lui, l'art est une mise à l'épreuve du corps. D'ailleurs, il ne s'est pas arrêté là. Il s'est depuis enfermé dans un rocher géant et même dans une bouteille en verre pour les Jeux Olympiques 2024. The Vomit Artist. Millie Brown, c'est une artiste performeuse britannique née en 1986 et qui s'est fait connaître par une technique particulière qui consiste à vomir du lait coloré sur des toiles. Pour comprendre sa démarche, il faut imaginer une version extrême de ce qu'on appelle l'action painting, de Jackson Pollock ou encore de Jeannette Sobel. Sauf qu'ici, les pinceaux et les pots de peinture sont remplacés par du lait de soja mélangé à des colorants. L'artiste boit ce liquide, puis, en mettant 2 doigts au fond de la gorge, elle régurgite et projette les couleurs sur sa toile. C'est une performance physique intense qui peut durer jusqu'à 2 heures. Ce travail unique a attiré l'attention d'une artiste connue pour son extravagance légendaire, Lady Gaga. Les 2 femmes ont collaboré à plusieurs reprises, notamment lors d'un concert mythique à un festival en 2014. Pendant que Lady Gaga chantait le titre Swine, Millie Brown a bu du lait vert avant de le vomir en direct sur la poitrine et le corps de la chanteuse. Forcément, l'image a fait le tour du monde. Une telle performance a évidemment déclenché une énorme polémique. De nombreuses voix, comme celle de la chanteuse Demi Lovato, ont dit que c'était une performance qui glamourisait la boulimie et les troubles du comportement alimentaire auprès des jeunes et que c'était dangereux. Face à cette pluie de critiques, Millie Brown s'est défendue fermement. Pour elle, sa démarche n'a absolument aucun rapport avec les troubles de l'alimentation. Elle explique qu'elle utilise son corps comme un outil puissant pour bousculer les normes de beauté et de féminité imposées par la société. Pour elle, c'est une façon radicale, selon ses mots, de créer un art qui vient véritablement de l'intérieur. Vaginal knitting. Si comme beaucoup de gens, vous avez appris à tricoter des chaussettes et des pulls avec votre grand-mère, vous serez surpris de voir qu'on peut faire bien plus que ça. En 2013, l'artiste Jenkins a transformé ce loisir banal en une performance assez radicale nommée « Tricoter mon utérus ». Le concept de sa performance est très direct, presque chirurgical. Chaque matin, pendant 28 jours, l'artiste introduit une pelote de laine dans son vagin. Elle en extrait ensuite le fil au fur et à mesure pour tricoter une grande pièce de tissu en public. Elle a poussé l'expérience jusqu'au bout, sans jamais s'interrompre, même pendant son cycle menstruel. La laine a donc fini par absorber son sang, laissant les traces organiques s'entremêler directement dans les mailles de l'ouvrage. L'artiste explique avoir voulu associer l'utérus et la menstruation avec quelque chose de doux, de réconfortant et d'ennuyeux comme l'activité du tricot. Son but est de désamorcer le dégoût et les tabous qui entourent encore trop l'anatomie féminine. Pour elle, c'est une manière de dire « Regardez, c'est qu'une partie du corps. Ici, l'utérus ne donne pas naissance à un être humain, mais à une œuvre d'art. » Ce travail ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit dans l'histoire de l'art corporel féministe. Dès les années 60 et 70, des artistes utilisaient déjà leur corps de cette façon. L'artiste Shigeko Kubota peignait sur le sol avec un pinceau fixé à sa culotte pour imiter le sang menstruel. Coralie Schneemann, elle, extrayait un texte écrit de son vagin pour le lire à haute voix, transformant son corps en un lieu de savoir. Bien sûr, la performance de Jenkins a déclenché des vagues de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, oscillant entre le malaise et le dégoût.
Mais pour l'artiste, ces réactions prouvent exactement pourquoi son œuvre est nécessaire. Le fait que ce sujet choque encore aujourd'hui montre que le chemin pour lutter contre les stéréotypes et le dégoût qui entourent encore l'anatomie féminine est encore long, et que l'art est surtout un outil indispensable pour lutter contre tout ça. Cut Piece. En juillet 1964, à Kyoto, une jeune femme s'installe seule sur une scène. Elle porte sa plus belle robe, elle est agenouillée dans une posture traditionnelle japonaise, parfaitement immobile. Devant elle, une grande paire de ciseaux de couturier. Cette femme, c'est Yoko Ono, et elle s'apprête à réaliser l'une des performances les plus célèbres de l'histoire de l'art, Cut Piece. Le principe, il est d'une simplicité redoutable. Yoko Ono, elle invite les spectateurs à venir découper un morceau de ses vêtements pour repartir avec. D'habitude, un artiste donne quelque chose au public. Ici, elle attend de voir ce que le public va lui prendre. C'est une performance, une œuvre participative où le public est un collaborateur direct de l'artiste. Au début, les gens sont timides. Ils découpent un petit bout d'ourlet ou de manche. Mais au fil des minutes, un silence pesant s'installe. Certains spectateurs s'enhardissent, deviennent plus rapides, plus agressifs. Ils découpent la blouse, les bretelles, jusqu'à ce que l'artiste finisse en sous-vêtements, et parfois même totalement nu lors de certaines représentations. Pendant tout ce temps, Yoko Ono reste impassible, le visage comme un masque. Elle confiera plus tard qu'elle entrait dans une sorte de transe pour ne pas céder à la peur. Pourquoi un tel acte ? Cut Piece est une œuvre profondément politique et féministe. Elle dénonce la violence. Pas une violence hurlée, mais une violence subtile et silencieuse, celle que la société exerce sur le corps des femmes. Elle questionne aussi la soumission. En restant immobile, elle place le public face à sa propre responsabilité. Jusqu'où peut-on aller quand on nous donne le pouvoir de dévêtir quelqu'un ? L'artiste disait que les gens coupaient les parties d'elle qu'ils n'aimaient pas, révélant ainsi la part d'ombre de chaque spectateur. Aujourd'hui, Cut Piece est considéré comme l'un des actes fondateurs de l'art de la performance. C'est une œuvre qui ne finit jamais. Elle a été réinterprétée par des dizaines d'artistes à travers le monde. Récemment, le chanteur Riles a reproduit cette performance sur scène et les images ont fait le tour des réseaux. Et maintenant, vous saurez d'où ça vient. Messe pour un corps. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et si on prenait ces mots de Jésus dans la Bible de manière presque littérale ? Voici l'histoire d'une performance qui a marqué l'art corporel français en 1969. Elle a été créée par un artiste au parcours très particulier, Michel Journiac. Cet homme était à la base un ancien séminariste qui a étudié la théologie et la philosophie, avant de renoncer à devenir prêtre pour explorer une toute autre voie, l'art et le corps humain. Pour sa première grande action publique à la Galerie Templon à Paris, intitulée « Messe pour un corps », Journiac décide de se glisser dans la peau du prêtre qui n'est jamais devenu. Il célèbre une véritable messe en latin devant le public de la galerie. Mais le moment le plus marquant et le plus choquant arrive à la fin de la cérémonie, lors du rituel de l'Eucharistie. En guise d'hostie, Journiac distribue et invite le public à manger du boudin. Un boudin noir, qu'il a lui-même cuisiné en coulisses avec son propre sang. Il est allé jusqu'à distribuer la recette de son boudin au sang humain aux personnes présentes. Derrière ce geste qui peut sembler très provocateur, se cache en réalité une philosophie très profonde. À travers ce rituel, il ne cherche pas à insulter la religion, mais à pousser la logique chrétienne à son extrême. L'idée du sacrifice et du partage. Il considère l'être humain comme, je cite, une viande consciente socialisée. En faisant manger son propre sang à son public, il montre de manière très littérale et physique que l'artiste se livre, se consomme lui-même et fait don de son propre corps à ceux qui regardent son art. I like America and America likes me. En mai 1974, la galerie René Bloch ouvre ses portes à New York avec une performance qui va marquer l'art contemporain. L'artiste d'avant-garde allemand, Joseph Beuys, débarque aux États-Unis. Jusqu'ici, il refusait d'y mettre les pieds pour protester contre la guerre du Vietnam. Son arrivée est un véritable coup de théâtre. Dès sa descente d'avion, il se fait bander les yeux, enroulé dans une couverture de feutre et transporté sur un brancard en ambulance directement jusqu'à la galerie. Il refuse de voir ou de toucher le sol états-unien. Une fois sur place, l'artiste s'enferme pendant 3 jours, à raison de 8 heures par jour, dans un enclos grillagé. Son seul compagnon, un coyote sauvage du Texas nommé Petit Jean. Pour Beuys, le coyote est un animal sacré pour les peuples autochtones, mais persécuté par les colons. Il représente l'esprit indompté et blessé de l'Amérique. Pendant 3 jours, sous les yeux du public installé derrière le grillage, un dialogue silencieux s'installe. Beuys répète des cycles de rituels précis. Il utilise une canne de berger, un triangle musical, des gants de cuir et s'enveloppe dans son feutre. Au début, l'animal est méfiant et agressif. Il déchire ses couvertures. Puis, la tension laisse place à une colocation pacifique. Ils se partagent l'espace. Le coyote se couche dans le feutre de l'artiste. Ils regardent ensemble par la fenêtre. On assiste même à des scènes insolites.
le coyote urine sur des piles de journal Wall Street Journal posées au sol, ce qui amuse beaucoup le public. Le dernier jour, avant de repartir en Allemagne, exactement comme il est venu, sur un brancard et les yeux bandés, Boyce prend le coyote dans ses bras. Cette performance, intitulée « J'aime l'Amérique et l'Amérique ne m'aime pas », est une immense métaphore politique. En se comportant comme un chaman, Boyce veut soigner les traumatismes de l'histoire. Il veut réconcilier la société moderne avec sa spiritualité perdue et forcer les États-Unis à regarder en face le massacre des populations autochtones. Pour Boyce, qui a survécu à un crash d'avion pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été secouru par des nomades qui l'ont enveloppé dans du feutre, l'art a un vrai pouvoir thérapeutique. Ce face-à-face avec le coyote était pour lui une manière de prouver que l'art peut guérir les blessures d'un peuple. Après l'œuvre, elle date des années 70, on ne se posait pas les mêmes questions que maintenant, mais on peut questionner certains côtés éthiques de cette performance, notamment en ce qui concerne le coyote et comment il a été enfermé. 5 Day Locker Peace. Imaginez un jeune étudiant en art de 25 ans qui, pour valider son master en art, décide de s'enfermer pendant 5 jours dans un casier de son université. Cette performance radicale s'appelle 5 Day Locker Peace, et celle-ci est signée Chris Burden. Le casier dans lequel il est cadenassé est minuscule. Il fait seulement 60 cm de large sur 90 cm de haut. Chris Burden peut bouger, mais il est totalement impossible pour lui de se redresser. Pour tenir 5 jours, il a tout calculé. Il a choisi le casier du milieu parmi une rangée de 3. Dans le casier du dessus, il a installé un bidon de 19 litres d'eau relié à sa bouche par un tuyau. Dans le casier du dessous, un autre tuyau est relié à un bidon vide pour lui permettre d'uriner. Avant de s'enfermer, il a jeûné pendant plusieurs jours et consulté des médecins qui l'ont pourtant mis en garde contre des risques de paralysie. À l'extérieur, l'ambiance devient électrique. Sa femme dort par terre devant le casier pour le surveiller. Très vite, la rumeur se répand sur le campus. La police et le doyen de l'université paniquent et débattent pour savoir s'il faut ouvrir le casier par la force. Mais le plus fascinant, c'est la réaction des autres étudiants. Le casier devient une sorte de confessionnal public. Des inconnus viennent défiler jour et nuit pour parler à travers la fente de la porte à cet artiste invisible. Vers la fin, une angoisse terrible s'empare de Chris Burden. Il réalise à quel point il est prisonnier et vulnérable. Sa peur n'est plus la contrainte physique, mais la crainte qu'un étudiant malveillant profite de la situation pour lui faire du mal. Il va réussir à tenir jusqu'au bout des 5 jours, et quand on va lui demander pourquoi il s'est infligé ça, il va répondre « Je voulais être pris au sérieux en tant qu'artiste ». Le pari réussit, il obtient son master, et sa carrière internationale va être lancée grâce à cette performance. Shoot. Après le casier, Chris Burden, il va aller encore plus loin. En 1971, il va organiser une performance qui va faire l'effet d'une bombe, qui est particulièrement radicale, tout simplement intitulée « Shoot ». Le concept est terrifiant. Chris Burden demande à un ami complice de lui tirer dessus à bout portant avec un fusil, à moins de 5 mètres de distance. Sa compagne est là, elle filme la scène en Super 8. L'acolyte demande « Are you ready ?» et il appuie sur la détente. Au départ, la balle devait simplement effleurer la peau de l'artiste pour symboliser le danger, mais le tireur manque sa cible. La balle traverse le bras gauche de Chris Burden de part en part. Blessé et sous le choc, l'artiste quitte le champ de la caméra et tout le monde file aux urgences, laissant le personnel de l'hôpital totalement stupéfait. Pourquoi risquer sa vie pour de l'art ? Pour comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est en 1971. La guerre du Vietnam fait rage. À ce moment-là, des milliers de jeunes soldats états-uniens se font tirer dessus tous les jours à l'autre bout du monde. En parallèle, la télévision diffuse cette violence en boucle dans les salons. En recevant cette balle en direct, Chris Burden veut briser la distance de l'écran. Il force le spectateur à affronter la réalité crue, tangible et douloureuse de la violence et de la fragilité d'un corps. Avec ce coup de génie morbide, Chris Burden devient le pionnier états-unien du body art. Le corps, ce n'est plus le sujet que l'on peint, c'est l'outil de création même, que l'on peut pousser à l'extrême à travers le danger et la douleur. Shoot va ouvrir la voie à toute une série de performances extrêmes pour l'artiste, et spoiler alert, c'est pas la dernière fois qu'on le voit dans cet iceberg. Balkan baroque. Dans le monde de la performance artistique, Marina Abramović est certainement l'artiste la plus connue. En 1997, alors que la guerre fait rage en ex-Yougoslavie, elle présente à la Biennale de Venise une performance viscérale qui marquera les esprits, Balkan baroque. Profondément bouleversée par le déchirement de sa terre natale, l'artiste choisit de confronter le public à l'horreur pure et brute
des conflits ethniques qui secouent les Balkans durant les années 1990. Pendant 4 jours, pendant 6 heures par jour, Marina Abramović reste assise au milieu d'un sous-sol étouffant, sous la chaleur écrasante de l'été vénitien. Son installation est monumentale et macabre. Elle trône sur un énorme tas d'os de bœuf, encore sanglant. Dans une robe blanche, rapidement maculée de rouge, elle entonne des chants de lamentation traditionnelle de son enfance, tout en grattant et frottant les os un à un pour enlever les lambeaux de viande restants. Au fil des jours, la performance repousse les limites de l'endurance physique et psychologique. L'odeur devient insupportable et des vers commencent à grouiller sous l'effet de la décomposition. Pour Abramović, créer cette œuvre a été un long processus. Vivant à l'étranger, la douleur, elle a d'abord été trop vive, trop proche, et elle n'a donc pas immédiatement pu réagir comme elle l'aurait souhaité. Pour construire cette performance, elle a dû retourner à Belgrade pour interviewer ses proches et capturer l'essence de son histoire. Ses parents apparaissent en vidéo. Son père brandit un pistolet tandis que sa mère se couvre les yeux de ses mains. L'artiste elle-même se met en scène, alternant entre la figure d'un médecin racontant l'histoire d'un attrapeur de rats et celle d'une danseuse provocante, exécutant une danse sexy sur une musique folklorique. Le geste de laver ses os revêt plusieurs significations. D'une part, il s'inspire du bouddhisme zen, où la mort est perçue comme le dernier miroir face à soi-même. En nettoyant les os jusqu'à les blanchir, l'artiste cherche à y voir son reflet, à la recherche d'une vérité ultime. Ce rituel absurde, il porte un message politique. Il est impossible de laver le sang de ses os, comme il est impossible de laver le sang sur nos mains et de laver la honte de la guerre. En puisant dans sa propre douleur et dans l'histoire de sa famille, Marina Abramović dépasse l'histoire des Balkans. Cette œuvre, elle peut être lue, elle peut être interprétée pour toutes les guerres qui font rage dans le monde. Sans titre. Dans le monde de l'art contemporain, il y a des œuvres qui bousculent violemment les limites de l'acceptable. C'est le cas d'une performance réalisée en 2003 par l'artiste Andrea Fraser, intitulée tout simplement « Sans titre ». Cette œuvre reste l'une des plus controversées de notre époque, car elle met en scène un véritable acte sexuel réel entre l'artiste et un collectionneur d'art. Pour comprendre comment on en arrive là, il faut regarder les coulisses. Andrea Fraser a demandé à son galeriste new-yorkais de rédiger un contrat très officiel. Un collectionneur privé anonyme a accepté ce contrat et a payé près de $20,000. En échange, il a participé à une rencontre sexuelle avec l'artiste dans une chambre d'hôtel à New York. Toute la scène a été filmée en un seul plan fixe d'1 heure, sans aucun montage. À la fin, 5 copies DVD ont été produites. Le collectionneur a reçu la sienne, qu'il avait préachetée, et les autres ont été intégrées au marché de l'art. Mais alors pourquoi faire cela ? L'artiste Andrea Fraser est une spécialiste de ce qu'on appelle la critique institutionnelle. En fait, c'est un art qui analyse et qui dénonce le fonctionnement du marché de l'art. À travers cette performance, l'artiste ne cherche pas à faire de la provocation gratuite, mais à poser une question féministe et politique brûlante. Elle dresse un parallèle direct et provocateur entre le marché de l'art et la prostitution. En gros, elle demande, puisque les artistes vendent déjà leur corps, leur temps et leur intimité aux riches collectionneurs pour survivre, quelle est la véritable différence entre vendre une œuvre d'art et vendre un acte sexuel ? Pour elle et pour le collectionneur, l'homme n'a pas payé pour une relation sexuelle, mais pour participer activement à la création d'une œuvre d'art qui dénonce la domination masculine et le pouvoir de l'argent. Même si cette performance a profondément choqué, elle a atteint son but. Elle a forcé le public et les institutions à regarder en face l'hypocrisie du marché de l'art. Et c'est ce qui fait de cet artiste Andrea Fraser l'une des artistes les plus importantes de sa génération. Transfixed. Jamais 203, voici à nouveau le terrible Chris Burden qui cette fois va plus loin que jamais. Imaginez la scène. Nous sommes en Californie, devant un garage qui s'ouvre sur une ruelle. Chris Burden apparaît à l'arrière d'une Volkswagen coccinelle bleu pâle. Il est torse nu, debout sur le pare-choc, le corps renversé en arrière contre le toit de la voiture. Sous les yeux de 15 amis invités, qui n'avaient aucune idée de ce qui allait se passer, un complice lui enfonce 2 clous réels dans les paumes des mains pour le fixer au toit du véhicule. Ses assistants poussent ensuite la voiture hors du garage. Le moteur tourne à plein régime, hurlant dans la ruelle pendant 2 minutes, tandis que l'artiste reste crucifié sur le métal. Puis, la voiture est rentrée. Le garage se ferme. Burden décrira plus tard cet événement comme une apparition pour le public. Pourquoi un tel acte ? Les interprétations sont multiples et fascinantes. On peut déjà y voir une dimension religieuse. Bien qu'il ne soit pas catholique, Burden utilise l'image universelle de la crucifixion de Jésus. C'est un acte de sacrifice qui place l'artiste dans une posture de martyr. On a ensuite un lien avec l'histoire. Certains y voient une critique de l'histoire de la voiture elle-même. La Volkswagen est la voiture du peuple, mais elle a été créée sous l'Allemagne nazie. Clouer un corps dessus
c'est rappeler le poids de l'histoire sur les objets du quotidien. Et enfin, on y voit une expérience de la douleur. Comme toujours chez Burden, il s'agit de tester les limites physiques et de forcer le spectateur à ressentir une empathie brutale. Cette performance, elle est devenue tellement iconique qu'elle a dépassé le monde des musées. Par exemple, le chanteur David Bowie y fait directement référence dans sa chanson Joe the Lion. Pour Chris Burden, l'art, c'est pas quelque chose qu'on doit accrocher sagement sur un mur pour le regarder. C'est quelque chose qui doit être violent, qui doit nous percuter, nous émouvoir. Il a d'ailleurs conservé les clous de cette crucifixion. Pour lui, l'objet, c'est aussi une œuvre d'art. La trace de la douleur, c'est une œuvre d'art. Et le fait de les conserver comme des reliques, ça accentue ce côté presque religieux de la performance. Suture. Piotr Palvansky est une figure majeure de l'actionnisme russe. C'est un mouvement artistique qui utilise le corps comme arme politique. Pour lui, l'art doit servir à réveiller le peuple russe de ce qu'il appelle son apathie citoyenne. Sa performance la plus célèbre, intitulée Suture, a eu lieu en 2012 à Saint-Pétersbourg. Devant une cathédrale, il est apparu les lèvres littéralement cousues avec du fil rouge, brandissant une banderole. Ce geste était un acte de soutien au groupe punk Pussy Riot, dont les membres venaient d'être emprisonnés. En se cousant la bouche, l'artiste a créé une image terrifiante mais puissante du citoyen idéal aux yeux du gouvernement de Vladimir Poutine, un citoyen réduit au silence, incapable de s'exprimer. Palvansky ne fait pas de la simple provocation. Il utilise son propre corps pour rejouer symboliquement la violence que l'État exerce sur la société. Ses performances sont de rituels très précis. On retrouve l'automutilation. Il utilise la douleur pour rendre visible une souffrance sociale qui, normalement, reste invisible ou cachée. On retrouve également les lieux symboliques. Il choisit toujours des endroits chargés d'histoire, comme la place rouge ou le siège des services secrets, pour que le décor lui-même raconte l'oppression. Et enfin, il y a le rôle de la police. Pour lui, les policiers qui viennent l'arrêter et les médias qui le filment font partie intégrante de l'œuvre. Sans leur intervention, la performance n'est pas complète, car c'est leur réaction qui montre la mécanique du pouvoir en marche. Derrière ces actes extrêmes, il y a une réflexion profonde. Palvansky affirme que dans un pays qui devient un état pénitentiaire, l'individu n'est plus qu'un morceau de viande. En se blessant volontairement, il cherche à reprendre le contrôle sur son propre corps et à forcer les gens à réagir. Aujourd'hui réfugié politique en France, il continue de dénoncer les systèmes de pouvoir russes ou encore occidentaux. Son art nous rappelle que la seule façon de se faire entendre dans une société qui nous pousse à nous taire est de mettre sa propre chair en jeu. I miss you. En mars 2003, la prestigieuse Tate Modern de Londres accueille un événement très étrange. Le rez-de-chaussée du musée est transformé pour ressembler en tout point à un défilé de mode de la Fashion Week. Un immense podium en tissu blanc, des lumières stroboscopiques tout le long, et des photographes massés au bout de la piste. Le public s'installe de chaque côté. La performance s'appelle I Miss You, Tu me manques. Et elle a été créée par l'artiste d'origine italienne Franco B. Mais la personne qui s'avance sur le podium n'a rien d'un mannequin traditionnel. C'est Franco B lui-même, un homme trapu, chauve, entièrement nu. Son corps est recouvert de la tête aux pieds d'une peinture blanche épaisse qui masque ses tatouages. D'un pas calme et stoïque, il avance en silence. C'est alors que le public remarque l'horreur de la scène. L'artiste marche, les veines ouvertes. Plus précisément, des cathéters installés au pli de ses coudes laissent s'écouler son propre sang. Au fil de sa marche, le sang dégouline le long de son corps blanc et vient maculer la piste, laissant de grandes traînées et des flaques rouges à chaque extrémité du podium. À chaque bout de piste, il s'arrête un instant, face au photographe, avant de repartir dans l'autre sens. La performance se déroule dans un silence de mort, uniquement brisé par le bruit mécanique des appareils photo. La blancheur de la peinture et la nudité totale de l'artiste mettent en valeur chaque détail humain. Sa poitrine qui halète, ses poings serrés, les plis de sa peau. Le public n'est qu'à quelques centimètres du podium. Ce face-à-face brutal, avec un corps qui saigne et qui souffre, crée un immense choc. On est en plein voyeurisme, mais un voyeurisme qui se transforme vite en une empathie bouleversante. Selon les témoins de l'époque, de nombreux spectateurs fondent en larmes. Pourquoi une action aussi extrême ? I Miss You joue sur un contraste violent. D'un côté, la satire du monde moderne. En reprenant les codes d'un défilé de mode ou de la décoration d'intérieur, Franco B critique une société obsédée par les apparences, le contrôle et la momification d'objets aseptisés, vidés de toute vie. De l'autre, la fragilité humaine. Face à ce monde stérile, l'artiste oppose la réalité la plus brute de notre condition. Son titre évoque la douleur de la perte et du deuil. En tant qu'orphelin, immigré et homme queer, Franco B utilise son sang pour rappeler ce que signifie être fondamentalement humain, être fait de chair, de vulnérabilité et de douleur. Pour lui, le corps est le lieu où se croisent le sacré, la beauté et la souffrance. Rythme zéro.
En 1974 à Naples, l'artiste Marina Abramović décide de tester les limites de la nature humaine. Le concept de sa performance Rythme Zéro est d'une simplicité radicale. Elle restera immobile pendant 6 heures pendant que le public pourra faire ce qu'il veut d'elle. Évidemment, ça résonne directement avec la performance de Yoko Ono qu'on a parlé précédemment. Sur une table, elle dispose 72 objets. Il y a des choses douces pour le plaisir, une rose, une plume, du miel, du parfum, mais il y a aussi des objets dangereux, des ciseaux, un scalpel, des clous et, plus terrifiant encore, un pistolet avec une balle à côté. Marina affiche ses instructions au mur. Je suis l'objet. J'assume l'entière responsabilité de tout ce qui se passe pendant ces 6 heures. Au début, les gens sont joueurs, presque tendres. On lui offre une rose, on l'embrasse, on la parfume. Mais très vite, l'atmosphère bascule. Dès que le public comprend qu'il n'y aura aucune conséquence légale ou sociale, la cruauté s'installe. À la 3e heure, ses vêtements sont découpés avec des lames de rasoir. Ensuite, on commence à lui entailler la peau. Quelqu'un lui plante des épines de rose dans le ventre. Le point de rupture arrive lorsqu'un homme charge le pistolet et le pointe sur la tempe de l'artiste. À ce moment-là, une bagarre éclate dans le public entre ceux qui veulent la protéger et ceux qui veulent aller plus loin. Pendant tout ce temps, Marina reste de marbre. Elle ne résiste pas, elle ne crie pas, elle pousse son corps et son esprit jusqu'à l'épuisement total. Quand les 6 heures se terminent enfin, Marina Abramović sort de son immobilisme et avance vers la foule. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable. En voyant Marina approcher, le public fuit. Les gens sont incapables d'affronter son regard, car ils se rendent compte de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils ont laissé faire. Le message de l'artiste devient très clair et c'est un avertissement brutal. Sans limite et sans loi, l'être humain peut devenir un monstre. Traumatisé, une partie de ses cheveux va blanchir juste après la performance. Aujourd'hui, Rythme Zéro est considéré comme une œuvre fondatrice. Elle ne montre pas seulement ce qu'est l'art de la performance, elle montre ce que nous sommes, nous, en tant que société. Elle nous rappelle que derrière le vernis de la civilisation, la violence est souvent juste à portée de main. En 1973, sur le campus de l'université de l'Iowa, une étudiante est brutalement violée et assassinée. Ce drame émeut profondément une jeune étudiante en art d'origine cubaine, Ana Mendieta. En réaction à ce crime, elle décide d'organiser dans son propre appartement une performance radicale et traumatisante pour marquer les esprits. Elle intitule cette œuvre Rape Scene, scène de viol. Ana Mendieta invite ses camarades de classe et des amis chez elle sans leur dire ce qui les attend. En arrivant, les invités trouvent la porte de son appartement entrouverte. Ils entrent dans le noir et découvrent, sous une unique source de lumière, une scène de crime terrifiante. Pendant 2 heures, l'artiste reste totalement immobile. Elle est ligotée, penchée en avant sur la table de la cuisine, dénudée et maculée de sang animal. Au sol, tout autour d'elle, gisent des assiettes brisées et des traînées de sang. En s'identifiant directement et physiquement à la victime, Ana Mendieta empêche le public de détourner le regard. Elle transforme le fait divers journalistique en une réalité étouffante, à quelques centimètres de ses spectateurs. Ana Mendieta, c'est devenue une icône incontournable du body art féministe. Malheureusement, sa carrière va s'arrêter brutalement. Alors qu'elle a 36 ans, elle chute du 34e étage de son immeuble après une dispute avec son compagnon. Il affirme qu'il ne l'a pas poussée, mais tout prouve le contraire. Ce féminicide, il résonne tragiquement avec l'histoire d'Ana Mendieta et son œuvre. Des dizaines d'années plus tard, son propos, cette œuvre, elle est toujours aussi pertinente. À l'ère de la libération de la parole des victimes, son œuvre reste d'une actualité brûlante. Elle nous montre que l'art, ça peut être un outil de combat puissant pour partager la vérité et toujours combattre l'oppression. Nous voilà à la fin de cet iceberg consacré aux performances artistiques. On espère vous avoir fait découvrir des choses et même, on espère vous avoir fait découvrir le monde de la performance artistique que tout le monde ne connaît pas forcément. N'hésitez pas à débattre en commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne car on met beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. On essaie de vous faire découvrir des artistes, des œuvres d'art ou tout simplement le monde de l'art en général. On aime beaucoup parler de la partie sombre des artistes, des œuvres d'art, mais à travers nos shorts, on essaie de vous proposer des concepts beaucoup plus ludiques et beaucoup plus légers. Merci à celles et ceux qui sont restés jusque-là. À bientôt pour une nouvelle vidéo et ceux qui sont abonnés, on se retrouve tous les jours avec des shorts. Gros bisous.